Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça, merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, salut à tous, c'est Alex. Bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon qui s'intéresse aujourd'hui à Knives Out ou à Couteau tiré en français. C'est un thriller en presque huis clos dans un manoir type Cluedo ou Agatha Christie. Pour en parler, j'ai avec moi le détective en herbe Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Bonjour Alex. Alors Thibaut, on a eu envie de parler de ce Knives Out pour deux raisons. Il faut le dire, la première, c'est que le film est écrit et réalisé par Rian Johnson. On se souvient, on l'avait aimé pour Looper, c'était un film de science-fiction qui faisait voyager Bruce Willis dans le temps. Et là, clairement, Rian Johnson montrait un vrai potentiel de cinéaste. Et puis on l'avait beaucoup moins aimé lorsqu'il avait cassé nos jouets dans le désolant Star Wars 8. Il y avait des gens qui n'ont pas aimé Star Wars 8, tu veux dire. Apparemment, oui. La deuxième raison, c'est que dans ce polar, où un détective enquête sur la mort d'un riche écrivain, Rian Johnson s'entoure d'un casting XXL avec Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon, Christopher Plummer ou encore Anna de Armas. Donc ça fait assez de raisons pour s'intéresser à ce Knives Out. Du coup, est-ce que, selon toi, avec ce film, Rian Johnson montre, ou bien remontre plutôt, qu'il est un cinéaste intéressant finalement ? Oui, pour le coup, c'est avec ce genre de projet où on peut vraiment mesurer pour moi le talent d'un cinéaste, c'est que là, il est, contrairement à Star Wars 8, en dehors de toute franchise, de toute problématique de gros studios, avec un cahier des charges absolument énorme à respecter. Il est aux commandes du truc. Il est aux origines débarrassé de toute contrainte finalement, puisque, on le rappelle, il a écrit et réalisé ce film, comme la plupart de ses films d'ailleurs. Ouais. Et effectivement, pour moi, c'est la confirmation, parce que j'avais aussi beaucoup aimé Looper. J'avais également été décontenancé, c'est peu dire, par Star Wars 8, mais c'est là qu'on voit qu'il a un vrai talent d'écriture quand il peut raconter ce qu'il veut, quand il peut se faire plaisir et créer vraiment son propre univers, débarrassé de toute contrainte préalable. Et c'est à voir pour se rappeler que Rian Johnson est un vrai bon cinéaste. Alors, on pouvait avoir des craintes parce que ce genre de film type Agatha Christie, on en voit pas mal. Et puis, avec un gros casting aussi. On se souvient de le crime de l'Orient Express qui de était Kenneth Branagh. L'année passée, de Kenneth Branagh avec Johnny Depp, etc. C'était un petit peu le même concept. Donc là, on se dit, est-ce que les studios veulent à nouveau nous reproposer un film comme ça pour les fêtes de fin d'année, grand public et ratisse large, et puis finalement qui pourrait être un petit peu fade ou bien dans des codes un petit peu vus et revus. Qu'est-ce qu'il en est là sur Knives Out ? Effectivement, au premier abord, ça a l'air d'être un whodunit, donc une enquête policière qui vise à trouver un tueur assez classique, qui marche effectivement dans les traces d'Agatha Christie, puisque pour resituer le pitch, ça raconte donc l'histoire de Harlan Thrombey, qui est un célèbre écrivain de romans policiers justement, et qui invite un soir toute sa famille dans son manoir pour fêter ses 85 ans. Et le lendemain, on le retrouve la gorge tranchée. Apparemment, c'est un suicide, mais finalement, une semaine plus tard, des policiers vont mener l'enquête accompagnés d'un détective appelé Benoît Blanc, qui est donc interprété par Daniel Craig. Et on va se rendre compte qu'en fait, tous les convives de la soirée avaient une raison potentielle de vouloir assassiner le patriarche de la famille. Et donc, il se pourrait bien que ce soit plutôt un meurtre. Et donc là, on a un point de départ assez classique. On marche un peu dans les traces du crime de l'Orient Express ou de Mort sur le Nil. Mais finalement, Knives Out, ça arrive à être vraiment un peu plus malin, un peu autre chose que juste un pseudo Agatha Christie, puisque déjà, il y a une petite astuce, c'est que finalement, au bout de 45 minutes, en fait, on nous révèle l'identité du coupable. On ne va pas la dévoiler ici, bien sûr, mais au bout de 45 minutes, on nous balance, paf, c'est ça qui s'est passé. Et donc, on change de genre. Là, on passe tout d'un coup dans une enquête policière qui se rapproche plus d'un Columbo, finalement, où on connaît l'identité du coupable et où on va suivre ensuite ce qui se passe. Donc là, déjà, il y a une surprise. Ouais, parce qu'on se dit, mais comment... Enfin, je me souviens de la surprise qu'on a eue en voyant cette révélation. On se dit, attends, au bout de 3 quarts d'heure, le film est censé durer 2h15, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il dure 2 bonnes heures. On se disait, mais comment il va rebondir, Rian Johnson, après ça ?
et finalement il s'en sort admirablement bien. Oui, parce que déjà, en fait, la clé du mystère est assez originale, on peut le dire, au-delà du fait qu'elle est balancée au bout de 45 minutes. Et ensuite, il va réussir constamment à relancer l'intérêt, à créer de nouvelles surprises, parce que c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai talent d'écriture chez Rian Johnson, c'est qu'il y a une narration extrêmement ludique dans la façon dont on amène les informations, dont on joue avec le public. Parce que, par exemple, il y a un personnage d'une infirmière qui vomit quand elle ment. Donc là, on imagine déjà ce que ça peut donner dans le cadre d'une enquête policière et d'un interrogatoire. Anna de Armas, donc. Exactement. Et surtout, on retrouve un côté un peu satirique, un espèce d'humour noir et de un second degré un petit peu acide qui n'a rien à voir avec le cynisme de Star Wars épisode 8 pour le coup, où là justement on se moquait du matériau de base et on allait un peu trop loin dans la blague. Là, il l'utilise vraiment de manière intelligente, déjà à travers le personnage de Daniel Craig, dès le début, ce détective Benoît Blanc qui est assez décalé dans son genre. Et donc c'est vrai que pour se moquer de ces personnages, et puis là c'est aussi tout l'intérêt de cet humour là, c'est que du coup le plateau d'acteurs en fait s'en donne à cœur joie, et puis ils sont tous dans l'autodérision, ce qui crée justement le rire auprès du spectateur. Exactement, parce que évidemment qu'on va avoir droit à une famille complètement fucked up où les membres sont tous plus horribles les uns que les autres. On a Toni Collette qui joue sa belle-fille et qui est une espèce de milf influenceuse complètement tarée. On a Jamie Lee Curtis qui joue une de ses filles et qui là s'en donne à cœur joie à balancer les punchlines. Un peu pet aussi. sec comme ça. Voilà, exactement. Ouais, et puis ça fait vraiment plaisir. On voit qu'ils se font tous plaisir. Il y a aussi Michael Shannon qui est dans un rôle assez improbable. Et donc là, il y a un aspect vraiment très réjouissant, déjà dans l'écriture, mais aussi dans la mise en scène, parce que Rian Johnson sait mettre en scène aussi. On le voit dès le départ, dès la scène d'introduction, où c'est en fait l'interrogatoire de tous les membres de la famille, et où on a un montage extrêmement bien fait, je trouve, où il y a des transitions où on passe d'un suspect à l'autre. Et en fait, Daniel Craig pose une question à un suspect qu'on croit être Jamie Lee Curtis, et en fait, on voit Michael Shannon qui répond. Et comme ça, les interrogatoires s'entremêlent et les versions se confrontent déjà, et on voit déjà des contradictions dans les flashbacks de la soirée qui nous sont faits entre ce que les personnages racontent et les images qu'on voit. On a un petit peu le même procédé qu'on a chez un De Palma, par exemple. Il faisait ça dans Mission Impossible, où on racontait quelque chose et où les images nous montraient la vérité. Donc là, on a un double niveau de lecture qui est déjà assez réjouissant, puis aussi assez gratifiant, je trouve, pour le spectateur, où on lui dit « Tiens, voilà les infos, à toi de les décoder, de les interpréter », et on lui livre pas tout sur un plateau. Et du coup, ça donne une enquête policière vraiment très, très jouissive à suivre. Et même dans la présentation de son décor aussi, puisque tu parles de mise en scène, dès le début, je trouve comme il place le décor du crime, donc ce grand manoir, la manière de le présenter est aussi assez ludique. On passe d'un plan séquence à un autre, justement, avec des jolis travelling dans les pièces. Les décors sont assez beaux aussi, la photographie aussi. Enfin, là, déjà, il y a un vrai cachet pour un film de ce calibre-là, où on se dit « Ok, c'est bon, tu m'embarques, allons-y, et puis déroule-nous ton intrigue et ton histoire. » Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue aussi avec ses influences, parce qu'il se pose un petit peu dans la continuité d'un Agatha Christie au départ, et on joue vraiment avec ce matériau des enquêtes policières, parce que justement la victime est un auteur de romans policiers, et donc il va en jouer ça. On a des personnages qui sont au fait, qui ont une culture de ces histoires-là, et qui donc peuvent un peu décoder ces codes, justement. Et c'est ça qui est intéressant, et là où il va un peu plus loin que justement l'hommage un petit peu naphthaliné à Agatha Christie, c'est que d'une part le film se déroule de nos jours, il ne va pas placer ça dans les années 50 ou au début du siècle pour se mettre dans la continuité directe, et il va jouer justement aussi sur le cadre contemporain, puisque derrière cette enquête policière, on a aussi une charge anti-Trump qui, exceptionnellement, est assez fine. Oui, tu fais bien de le dire. Ouais. Parce que, voilà, alors, le nombre de films qui se posent en attaque de Trump, et où ça devient un petit peu une facilité aujourd'hui. Ouais, c'est courant à Hollywood. On tape juste pour taper dessus, mais sans vraiment de réflexion derrière. Là, l'intérêt, c'est que... alors, on ne peut pas trop entrer dans les détails, parce que ça révélerait un peu beaucoup de choses, mais justement, c'est, par exemple, cette infirmière que j'évoquais tout à l'heure, qui est donc qui était la nurse, qui était chargée de
s'occuper de ce patriarche. Elle est effectivement sud-américaine. Là aussi, elle pourrait être mexicaine, mais finalement, elle est uruguayenne. C'est ça, ouais. On ne va pas directement dans les clichés les plus éculés. On apprend que sa maman est une immigrée illégale, et donc que son statut est un petit peu compliqué. Et au sein de la famille, on a un gamin d'extrême droite qui s'amuse à flinguer les social justice warriors sur les internets. On a une de ses cousines qui est à l'inverse du spectre. Et donc, on voit un petit peu tout le panel de cette situation, de la problématique migratoire, etc. Et on a plusieurs réflexions. On a un dialogue justement où les membres de la famille vont discuter justement de la politique migratoire de Trump. Mais déjà, on ne prononce jamais le nom de Trump, ce qui est intéressant. On comprend très vite qu'il s'agit de lui. Et on va avoir, alors un petit peu caricaturé, mais tous les avis sur la question, les gens qui trouvent ça absolument inhumain ce qu'il fait, les autres qui disent oui, mais finalement, par exemple, vous êtes infirmière, vous êtes venu légalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, voilà, par petites touches, on va discuter de ça sans que ce soit trop appuyé et sans le révéler, mais le final travaille aussi cette question-là, la problématique sociale aux États-Unis et migratoire. Et la résolution est assez jouissive à ce niveau-là. Là aussi, c'est un beau doigt d'honneur, on peut le dire, au président actuel, sans que ce soit non plus complètement gratuit et un peu bêta, quoi. Sans que ce soit hyper surligné non plus. C'est assez fin, je trouve, vraiment dans l'écriture à ce niveau-là. Et puis, il y a une charge aussi énorme à finalement tous ces Américains blancs et riches qui pensent posséder leur manoir et puis posséder l'héritage justement qui va suivre. Ouais, ça s'ouvre quand même sur un plan du patriarche justement qui a une tasse sur laquelle est noté ma maison, mes règles. Donc là on pose vraiment la métaphore du pays dès le départ. Exactement. Et puis vraiment alors il va flinguer tous ces personnages après en avoir bien ri, après les avoir montrés un petit peu exubérants, grandiloquents chacun, et puis les acteurs travaillaient à l'autodérision. À la fin il y a vraiment une charge énorme sur tous ces personnages qu'on pouvait chacun accuser, etc., jusqu'à la révélation finale. Donc, effectivement, tout ça, c'est très fort. Donc, Rian Johnson, à suivre ses prochains projets. Rian Johnson à suivre. D'ailleurs, il évoque déjà la possibilité d'une suite de ce film-là, donc pas avec les mêmes personnages, mais une nouvelle enquête de Benoît Blanc, justement, avec Daniel Craig. Et moi, j'ai envie de dire, oui, vas-y. On a un espèce de nouveau Hercule Poirot un petit peu décalé. Et moi, je vois volontiers d'autres films aussi bien ficelé que celui-ci, si ça donne lieu à une franchise Benoît Blanc, je suis preneur. Là aussi, c'est vrai qu'on parlait d'autodérision, il a très très bien choisi ses acteurs, parce que finalement, Benoît Blanc, c'est un petit peu la caricature du British en costard, etc., qui va faire son enquête un peu à la Sherlock Holmes. Donc, utiliser James Bond pour jouer ça aussi, c'est très malin. C'est très bien pensé là derrière. Il y a le personnage de Chris Evans aussi, qu'on connaît comme Captain America, et puis là, qui va en prendre à charge aussi dans ce film-là, sur ce qu'il incarne aussi de l'Amérique toute puissante et super héroïque. Donc finalement, Rian Johnson réussit dans ce film-là ce sur quoi il a échoué dans Star Wars 8, c'est-à-dire utiliser le second degré et la satire à bon escient pour vraiment raconter quelque chose et pas juste se moquer et tout casser. Voilà. Donc si vous voulez voir un bon film type Agatha Christie qui réinvente un petit peu le genre et puis qui s'approprie aussi un discours politique et contemporain assez fort, donc qui en plus d'être ludique et intelligent, il faut aller voir ce Knives Out, c'est à couteau tiré en version française. C'est donc réalisé et écrit par Rian Johnson, c'est en salle actuellement. Merci beaucoup Thibaut Ducret. Merci à toi. On te retrouve très vite dans le Saloon. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez écouter, vous le savez, tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée et réagir sur les réseaux sociaux pour nous dire si vous attendez ou si vous avez déjà vu ce Knives Out. On vous dit au prochain épisode. Salut!